Les 30 occupants de l'ambassade libyenne à Londres ont évacué les locaux. Ils ont été interrogés par la police avant d'être expulsés vers Tripoli. Pierre Mauroy, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Premier ministre annonce qu'il va reprendre le combat pour limiter le chômage. Confirmation du groupe Fiat Iveco, l'usine de poids lourds de Trappes sera fermée, entraînant la suppression de plus de 1200 emplois. Signature d'un accord nucléaire entre Washington et Pékin, c'est le premier résultat concret du voyage de Ronald Reagan en Chine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le siège de l'ambassade libyenne à Londres a donc pris fin ce matin avec le départ des 30 diplomates, ou prétendus tels, qui l'occupaient encore. Un départ spectaculaire organisé par la police britannique qui avait bloqué une partie du centre de la capitale britannique pour évacuer les Libyens qui doivent être expulsés en direction de Tripoli. C'est l'épilogue de la fusillade qui a coûté la vie à une policière britannique il y a tout juste 10 jours. Auparavant, les occupants de l'ambassade ont été emmenés dans des bâtiments officiels pour y être interrogés par des responsables de Scotland Yard. Des questions directement en rapport avec la fusillade du 17 avril. De Londres, le récit de Philippe Arroy. C'est à 10h50 qu'a commencé l'opération Départ. Par groupe de 5, accompagné par un négociateur, les Libyens ont discrètement quitté l'ambassade pour prendre place dans un minibus stationné sur le square St. James. Il y a au total 7 minibus. Tout va se passer dans l'ordre et le calme. On constate alors qu'il y a à l'intérieur du bureau du peuple 30 Libyens enfermés depuis 11 jours. Parmi ces hommes, celui qui a tiré la rafale de mitraillettes le mardi à 11h. L'opération va durer 2h30. Escorté par des policiers, le convoi, composé donc des 7 minibus, va quitter le square St. James pour l'aéroport. Le parcours emprunté a été auparavant libéré de tout trafic. Les Libyens vont être conduits à l'aéroport d'Heathrow dans une salle de transit secrète où les policiers britanniques les invitent à collaborer à l'enquête sur la mort de leur collègue Yvonne Fletcher. L'heure du décollage de l'avion devant les ramener à Tripoli est gardée secrète jusqu'au bout. Aucun bagage, aucune personne n'est fouillée. La Grande-Bretagne respecte à la lettre la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Si l'opération Départ s'est produite plus rapidement que prévu, c'est, pense-t-on, parce que les Libyens ont été satisfaits du déroulement du rapatriement hier des familles des diplomates libyens de Londres à Tripoli et celui des familles britanniques dans le sens inverse. Ces familles, dont la femme de l'ambassadeur britannique, Oliver Miles, sont arrivées hier soir, peu avant minuit. Elles ont été accueillies par le ministre du Foreign Office, chargé des négociations depuis le début. L'affaire n'est pas tout à fait terminée. Les policiers britanniques vont attendre dimanche minuit, la levée de l'immunité diplomatique, pour pénétrer dans l'ambassade libyenne et s'assurer que le bâtiment répond à la sécurité voulue. Cela dit, le siège est bel et bien fini. Ici, tout le monde pousse un soupir, car les choses se sont passées pacifiquement. L'affaire avait commencé il y a 10 jours avec le mitraillage, vous vous en souvenez, dirigé depuis une fenêtre de l'ambassade libyenne contre un groupe de manifestants anti-kadhafistes. Yvonne Fletcher, une femme policier qui encadrait la manifestation, avait été tuée lors de cette fusillade. Elle était enterrée cet après-midi. Les obsèques d'Yvonne Fletcher se sont déroulées cet après-midi dans la cathédrale de Salisbury en présence du ministre de l'Intérieur et de nombreux collègues de la jeune policewoman. Les policiers qui ont participé au siège incroyable de l'ambassade de Libye à Londres rappellent à chaque instant que l'une des leurs a été tuée et que son meurtrier restera impuni. C'était le mardi 17 avril à 11h. Une manifestation ordinaire, comme il y en a tant d'autres à Londres. Des anti-kadhafistes crient des slogans devant l'ambassade de Libye. Soudain, une rafale de mitraillettes provenant du premier étage du bureau du peuple, un mort, 10 blessés. Tout le quartier est aussitôt bouclé. Des négociations commencent pour tenter de faire sortir les occupants de leur propre gré, car ils jouissent de l'immunité diplomatique et il est impossible de pénétrer dans les lieux. Les négociations ne pourront aboutir. Vendredi dernier, 20 avril, une bombe explose à Heathrow. 26 blessés. La police croit qu'il y a un lien avec l'affaire libyenne. Cela exaspère les Britanniques. Kadhafi prend la parole et déclare que ce sont les Anglais qui sont responsables de tout, y compris de la mort d'Yvonne Fletcher. Les négociations s'embrouillent, la Libye joue un jeu impossible. Dimanche, la Grande-Bretagne décide de rompre ses relations diplomatiques avec Tripoli. Cela veut dire que les Libyens seront expulsés, ceux de l'ambassade, mais aussi d'autres à l'extérieur, jugés dangereux. Cela veut dire également que le meurtrier d'Yvonne Fletcher ne sera jamais arrêté et jugé.
Pierre Mauroy était aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, une visite éclair du Premier ministre dans une région qui est la sienne. Un voyage qui s'est passé dans le calme et au cours duquel M. Mauroy a indiqué qu'il allait reprendre le combat pour limiter le chômage, une annonce faite après les mauvais résultats de ces derniers mois. Pierre Mauroy a par ailleurs invité les nordistes, tout comme d'ailleurs l'ensemble des Français, à s'adapter aux mutations technologiques indispensables. Le reportage d'Alain Doubeski et de Pierre Alain. On va être obligé pas de robotiser au niveau de l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que si on ne robotise pas au niveau de l'industrie automobile, on finira par ne plus vendre de voitures. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent la robotique, ça ne crée pas d'emploi. L'avenir, l'évolution technologique, c'était le thème central de ce voyage officiel de Pierre Mauroy dans sa région. Dialogue parfois compliqué avec les quelques manifestants CGT qu'il a rencontrés à Douai. Dialogue républicain avec le maire RPR de la ville qui lui a dit tout net, dans le combat pour le renouveau, je serai toujours à vos côtés. Voyage de travail donc sur le thème de la restructuration industrielle, particulièrement sensible aux gens de cette région, qui réunit toute la gamme des secteurs en crise, charbon, sidérurgie, construction navale. Symbole de cette volonté d'aller de l'avant, le fameux métro de Lille dont le Premier ministre a parcouru un nouveau tronçon, symbole de modernisme aussi, la transformation de l'école des mines à Douai. L'école des mines de Douai, mis à part le nom, n'a pratiquement plus de rapport avec la mine. L'école propose aujourd'hui des formations adaptées à la volonté de reconversion industrielle de la région. En particulier des stages de formation professionnelle de demandeurs d'emploi de haut niveau, bureautique ou automatisation des processus industriels. Chaque stage regroupe une vingtaine d'élèves, niveau bac plus 2 à 3 ans d'études. Ces jeunes filles, par exemple, malgré leur formation initiale, n'ont pas trouvé d'emploi. Elles viennent ici pour acquérir une spécialisation, la bureautique, qui devrait leur permettre d'être embauchées. Alors, qu'attendaient-elles de la visite du Premier ministre? Oh, j'attends pas un travail à la fin, vraiment... à la fin du stage. À la fin du stage, mais disons une prise de conscience du problème du chômage des jeunes. Ces garçons suivent un stage d'automatisation des processus industriels. À la fin de leur formation théorique d'une année, ils effectueront un stage en entreprise. Leur souci, c'est de trouver une entreprise capable de les employer, donc bien équipée. Prenez vos billets. Si on pousse les employeurs à se moderniser en commande numérique, en robotique, etc., on aura beaucoup d'emplois, certainement. Mais il faut une volonté de tout le monde pour participer à l'automatisation, avec les problèmes que ça posera éventuellement pour certains secteurs. L'an dernier, moins d'une centaine de jeunes ont suivi ces stages. 90 d'entre eux ont trouvé un emploi. C'est peu par rapport aux problèmes de la région. 190 000 demandeurs d'emploi, dont près de la moitié ont moins de 25 ans. Pierre Mauroy rend des visites ici à des stagiaires de haut niveau. Des privilégiés peut-être, mais les industriels de la région ont besoin d'eux. Alors, nous signons. Point final indispensable, la signature par le Premier ministre du contrat de plan État-région, l'outil financier de la nouvelle industrialisation. Oui, alors M. Mauroy a également annoncé la création à terme de près de 660 emplois industriels dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, en indiquant que l'État y avait soutenu depuis juillet 1982 la création ou le maintien de 8300 emplois. Et puis en marge de ce voyage, une petite phrase qui émane de la CGT et qui est tirée d'un communiqué relatif à la commémoration du 1er mai. Dans ce texte, la centrale d'Henri Krasuki souligne que le gouvernement ne fait pas preuve de la volonté nécessaire et impose aux Français des mesures insupportables. Suite une liste de doléances, chômage, recul du pouvoir d'achat, déclin industriel. Cela est inacceptable et ne doit pas être accepté, estime la CGT. C'est une ambiance de trêve qui règne aujourd'hui dans les milieux viticoles du sud-ouest après l'interpellation et l'incarcération hier de 6 viticulteurs soupçonnés d'avoir participé à l'incendie criminel du centre Leclerc de Carcassonne. Les responsables du comité d'action viticole de l'Aude avaient lancé hier soir des appels au calme. Ils semblent avoir été entendus, même si la mobilisation reste très importante dans la région. Le beau temps de ces derniers jours a joué un bien mauvais tour aux producteurs bretons de chou-fleur. La chaleur a fait croître les rendements de leur plantation et ils se trouvent aujourd'hui avec 5 millions de choux-fleurs invendus en une semaine. Des choux-fleurs qu'il a fallu détruire pour ne pas laisser s'effondrer les cours. Actuellement, les prix de campagne sont inférieurs de plus de moitié à ce qu'ils devraient être. Le reportage de nos confrères de FR3 Rennes.
Un hiver assez clément, un produit de très bonne qualité, la saison s'annonçait bien pour le chou-fleur breton. Et puis la chaleur est arrivée, conséquence, un record absolu de production battu cette semaine. 16 millions de têtes de chou-fleur contre 7 millions l'an dernier pour la même période. Les rendements ont doublé, mais comme le marché n'est pas extensible, les 5000 producteurs bretons ne sont pas parvenus à éponger l'excédent. Dans le même temps, les prix se sont effondrés. Entre 0,75 francs et 1,70 francs, les prix habituels de campagne se situent entre 2 et 4 francs. Les producteurs seront en partie indemnisés par la communauté européenne, mais le comité économique des fruits et légumes de Bretagne craint que le manque à gagner soit considérable. En attendant, les décharges de chou-fleur se multiplient dans les champs du nord de la Bretagne, de Saint-Malo à Saint-Paul-de-Léon. Et l'on murmure déjà que le poireau pourrait à son tour souffrir de l'ensoleillement. On le supposait depuis plusieurs jours, mais c'est maintenant officiel, 1247 emplois seront supprimés dans le groupe Fiat Iveco qui construit des camions. Première touchée, l'usine de Trappes, dont l'unité de montage sera fermée. Jusqu'à présent, ce constructeur qui dépend du groupe Fiat employait en France 4600 personnes, dont près de 3000 à Trappes. Alors cette fermeture est l'illustration des difficultés que rencontre aujourd'hui l'industrie du poids lourd en France et en Europe. Jean-Claude Renaud. Des camions sur un parc de Trappes qui attendent des clients. Une usine du groupe Fiat Iveco qui peut sortir 22 000 camions par an et qui n'en a produit que 6 000 l'an dernier. Cette situation, c'est celle de tous les constructeurs. Le marché européen du poids lourd a chuté de 24% en 5 ans. Dans un premier temps, pour écouler leur production, les grandes marques ont engagé une véritable guerre des rabais. Elles refusent d'en parler ouvertement, mais les clients en profitent, comme ce maraîcher parisien. Moi, on m'a proposé 40% sur certaines marques, 48% sur d'autres, 15% au moins, le moins. Alors, un pourcentage sur celui-là par rapport au prix catalogue, très important, et puis une reprise intéressante. Et en plus de ça, ce garage est à côté de chez moi, donc qui était encore un peu plus intéressant pour moi. Mais les rabais plus la surproduction, ça coûte cher. Plus d'1 milliard de francs de pertes en 10 ans pour Iveco unique, presque 2 milliards pour la seule année 83 chez Renault Véhicules Industriels. Résultat, aujourd'hui les constructeurs ont deux objectifs. Préserver leur part de marché en attendant la reprise et ajuster leurs effectifs aux besoins. Exemple, RVI, après être tombé de la moitié à un peu plus du tiers du marché français, regagne du terrain. Mais la société a annoncé 3750 suppressions d'emplois en 84. Même scénario chez Fiat Iveco, l'usine de Trappes est fermée et au total 1247 emplois vont être supprimés en France. La direction propose aux salariés concernés de partir en pré-retraite, de partir avec une prime ou une aide au retour pour 400 immigrés, d'être mutés dans le groupe Fiat ou de se reclasser dans la région. Mais en l'absence de volontaires, elle n'évitera pas des licenciements purs et simples. Oui, et Peugeot SA annonçait de son côté tout à l'heure une perte de l'ordre de 2,5 milliards de francs pour l'année 83, mais le constructeur français d'automobile espère remonter la pente dès cette année 84 en raison des succès de ses nouveaux modèles, notamment la Citroën BX et la Peugeot 205. La foire de Paris ouvrait aujourd'hui ses portes, mais c'est seulement à partir de demain que le public pourra se rendre dans les salons de la Porte de Versailles. Alors comme chaque année, on y voit les dernières innovations à travers de très nombreux stands où les visiteurs peuvent trouver des idées ou commander les trouvailles qui les ont séduites. Le salon du logement est l'un des plus appréciés et cette année, il est placé sous le signe de la crise avec l'apparition d'un nouveau type de maison que les propriétaires sont appelés à terminer eux-mêmes. Jean Pézieux nous fait découvrir ces maisons de la crise. Un lotissement près de Rouen où toutes les maisons se ressemblent. Pourtant, celle-ci, au crépi jaune, est très différente. L'entreprise livre les murs et le toit, puis fournit tous les éléments pour faire l'intérieur, cloisons, sanitaires, jusqu'à la moindre vis. Et c'est au propriétaire de finir la maison. Principal avantage, le prix, 30% moins cher selon la société. Plus de 5000 maisons ont été vendues l'an dernier grâce à cette formule. Vous avez donc l'ensemble de vos clavets de bois. Vous avez ici vos points de tétum qui vous servent à la fixation de vos champs plats, donc pour mettre en pourtour de vos menuiseries. La largeur du plomb d'en bas. Un audiovisuel d'1 heure montre les différentes phases du montage au futur propriétaire constructeur. Ainsi, Dominique Sinoir, un ouvrier rouennais, venu s'informer avec son père.
Aidé par son beau-frère et son père, Dominique Sinoir prévoit de consacrer 2 mois au montage des éléments de cette maison de 110 mètres carrés à étage, et cela bien qu'il ait modifié le schéma type. 2 mois, c'est la moyenne. La durée du montage dépend de vos qualités de bricoleur. C'est pas difficile, ça le serait si on le faisait de soi-même, mais on est aidé de par les gens extérieurs et aussi de par cette maison par exemple qui découvre, où c'est que nous avons des plans. Personnellement, je me suis rendu libre pendant presque 6 semaines. Vous avez pris des vacances? Oui, des vacances. 5 semaines et demie, hein, et j'espère d'ici le 21 mai, puisque ça fait déjà une dizaine de jours que j'y suis, j'espère que d'ici le 21 mai, je serai bien avancé. Pour donner un ordre de prix, cette maison, quand je l'ai signée il y a 1 an, je l'ai signée à 204 000 francs, et il y avait d'autres maisons sur le marché qui valaient entre 250 et 270 000, donc ça fait à peu près 25 à 30% de réduction. Dans ce village, construit en 1979, cette maison de 6 pièces faisait 133 mètres carrés. Le même constructeur, dans quelques jours, livrera, non loin de là, des maisons semblables de 109 mètres carrés, c'est-à-dire 24 mètres carrés de moins. En 5 ans, les maisons en France ont perdu en moyenne 10% de surface, une manière d'accompagner la baisse du pouvoir d'achat. Mais il y a une limite au-dessous de laquelle l'État ne délivre plus de prêts aidés. C'est pourquoi les constructeurs proposent qu'on crée pour des logements encore plus petits un nouveau prêt qui serait accordé en 2 temps. Dans un premier temps, on financerait la maison individuelle de surface plus réduite encore qu'aujourd'hui et qui permettrait à un jeune ménage de s'installer. Donc il y aurait une dérogation là? Et il y aurait une dérogation. Et dans un deuxième temps, on financerait l'agrandissement du logement, à la condition bien sûr que tout ceci soit prévu dans le programme initial. La création de ce prêt aidé par l'État qui permette de construire petit puis de s'agrandir pourrait être annoncée dans les jours à venir par le ministère du Logement. Une manière, comme la maison qu'on finit soi-même, de s'adapter à la crise. Un responsable du FLNC a été arrêté mercredi en Corse et écroué aujourd'hui. Il s'agit de Natale Luciani, 34 ans. Il ferait partie des 10 personnalités les plus importantes à la tête du FLNC. En Iran, les exécutions de militants d'extrême gauche, les Moudjahidines du peuple, se sont amplifiées ces derniers mois. Conséquence inattendue, des heurts se produisent depuis plusieurs semaines à la cité universitaire de Paris entre les militants de ces Moudjahidines réfugiés en France et les amis de l'ancien Premier ministre du Shah, Chapour Bakhtiar, avec en filigrane le début d'une lutte pour la succession de l'ayatollah Khomeini. Le reportage de Philippe Rochaud. La cité universitaire de Paris est devenue le symbole de la guerre civile qui déchire l'Iran. Résultat, depuis ce matin, elle est provisoirement interdite aux étudiants iraniens. C'est qu'à Paris comme à Téhéran, on retrouve parmi les quelques 10 000 étudiants iraniens toutes les tendances qui se disputent le pouvoir en Iran. Ici, c'est l'extrême gauche, marxiste-léniniste, dont une dizaine de membres ont occupé hier les bureaux de l'UNESCO à Paris pour marquer leur révolte face à la répression qui s'accentue en Iran. Ils s'opposent au mouvement de Chapour Bakhtiar, ancien Premier ministre du Shah en exil à Paris, auquel ils disputent le jour du vendredi, sacré en islam, pour diffuser leur propagande à la cité universitaire. Il peut venir lundi, il peut venir vendredi, il peut venir dimanche. Au cri de « À mort Bakhtiar », l'extrême gauche empêche les partisans de l'ancien Premier ministre du Shah de pénétrer dans la cité universitaire. Mais les hommes de Chapour Bakhtiar estiment avoir obtenu des garanties des autorités françaises pour pénétrer eux aussi sur le campus le vendredi. La police nous a donné la promesse que personne ne peut rentrer à la cité universitaire dans la discrimination. Alors cela nous suffit. Vive la Mossadegh! Le seul point d'accord entre ces deux mouvements de l'opposition iranienne, c'est finalement que Khomeini doit disparaître. Mais ne pouvant parvenir à concilier les tendances qui se déchirent dans cette guerre de succession à Khomeini, la police a fait évacuer les Iraniens du campus universitaire pour la 3e semaine consécutive et procédé à 60 interpellations dans cette cité qui reste depuis 7 ans le symbole de la lutte des étudiants iraniens contre le pouvoir en place à Téhéran. 6 autobus qui avaient été piégés par des charges explosives ont été découverts dans la partie est de Jérusalem. Il s'agit d'autobus qui sont utilisés par la population arabe de la ville. Les bombes ont pu être désamorcées et il n'y a pas eu d'incident. La police se refuse à confirmer si elle a arrêté ou non des suspects.
Le président Reagan et le premier ministre chinois Zhao Jiang ont eu aujourd'hui un premier entretien de près de 2 heures, le seul vrai rendez-vous politique dans ce voyage où le protocole règne en maître. Et déjà une décision importante, même si elle est sans surprise, la signature d'un accord nucléaire entre Washington et Pékin. Jean-Marc Ilouz. La signature imminente d'un accord de coopération nucléaire civile entre Pékin et Washington confirme donc de manière éclatante la politique de rapprochement calculé qui caractérise le voyage du président Reagan en Chine. Il a fallu 3 bonnes années pour concilier les exigences de la souveraineté chinoise et celles de la législation américaine en matière de nucléaire. C'est dire que la portée de l'accord est tout autant politique qu'économique. Pragmatisme, modernisation du côté chinois, une bonne occasion pour Ronald Reagan de pousser un petit couplet à la gloire de la libre entreprise. Le Premier ministre chinois Zhao Jiang conviendra qu'en diplomatie, les distinctions strictement idéologiques doivent être dépassées, un échange de propos judicieusement oublié par la télévision chinoise. En fait, la méfiance que Chinois et Américains affichent ensemble à l'égard de l'URSS ne gomme pas leurs divergences. Pékin cherche quand même à normaliser ses relations avec Moscou et ne se gênera pas pour critiquer le rôle de Washington en Corée, en Amérique centrale et surtout, bien sûr, pour dénoncer les ventes d'armes américaines à la Chine non communiste. Oui, le secrétaire général du Parti communiste chinois, M. Hu Yaobang, a accepté une invitation à se rendre aux États-Unis. L'enquête sur la mort de David Kennedy, le fils de l'ancien sénateur Robert Kennedy, assassiné en 1968, la police croit de plus en plus à un accident causé par la drogue. 1 gramme de cocaïne a en effet été découvert dans la chambre d'hôtel où le jeune homme a été retrouvé mort mercredi. Quelques manifestations hier soir dans le centre de São Paulo ont marqué le rejet par le Congrès brésilien d'un amendement prévoyant l'élection du président de la République au suffrage universel, un vote auquel personne ne croyait vraiment, mais qui avait été l'occasion de manifestations populaires extrêmement importantes dans tout le Brésil. Et ce soir, on parle à nouveau d'un compromis entre les militaires au pouvoir et l'opposition renforcée par ces démonstrations populaires. Les explications de Bernard Benyamin. São Paulo ce matin, ils sont plusieurs centaines de personnes à manifester. La réaction de la police ne tarde pas. Moins de 10 minutes plus tard, matraques et grenades lacrymogènes dispersent rapidement la manifestation. La raison de cette colère, ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'hémicycle du Congrès à Brasilia. Il est alors 1 heure du matin. Le miracle n'a pas eu lieu. Députés et sénateurs viennent de repousser l'amendement visant à rétablir le suffrage universel direct pour les élections présidentielles. Cravate jaune en signe de ralliement, les députés de l'opposition entonnent l'hymne national. Au même moment, à Rio, sur la place du Cinelandia, où des milliers de personnes suivaient minute par minute les résultats, c'est le découragement et quelquefois le désespoir. Il faut dire que tout avait été prévu à Brasilia pour faire pression sur les députés. Depuis 2 jours, la capitale brésilienne était en état de siège afin que personne n'oublie que pour le moment, les véritables maîtres du Brésil sont toujours les militaires. Ainsi, des barrages avaient été installés à toutes les entrées de la capitale brésilienne. Ainsi, les radios et les télévisions étaient soumises à la censure militaire. Aucune information en provenance des grandes villes du pays ne devait être divulguée dans la capitale. Pourtant, à quelques centaines de mètres du Congrès, bravant les interdits, ils étaient des milliers d'étudiants à former le slogan le plus en vogue aujourd'hui au Brésil, Direitas Já, des élections directes tout de suite et non pas dans 4 ans comme le souhaiteraient les autorités officielles. Le miracle n'a pas eu lieu, mais dans les rangs de l'opposition, on considère que ce qui s'est passé à Brasilia est une demi-victoire. Malgré toutes les pressions, il ne manquait que 22 voix pour adopter le projet. C'est pourquoi on parle déjà d'un compromis possible. L'idée, c'est d'avoir, n'est-ce pas, un gouvernement de transition. Déjà, un gouvernement de compromis pour essayer de sortir les pays de la crise, et pour renégocier la dette extérieure, n'est-ce pas, et pour compléter la réforme constitutionnelle. Et au bout de 2 ans, alors, on serait en condition de recommencer la vie normale, n'est-ce pas? Avec des élections présidentielles? Avec des élections présidentielles directes. Direct. Et dans ce sens, je crois que les choses marchent bien, vous savez.
Cela semble être le cas en effet. Ce matin à Brasilia, on disait même que le gouvernement était prêt à accepter un tel compromis. C'est sur le circuit de Zolder, en Belgique, que les pilotes de Formule 1 disputeront dimanche la 3e manche du championnat du monde. Pour le moment, c'est le Français Alain Prost sur McLaren qui occupe la tête du classement. Mais aujourd'hui, c'est le Britannique Derek Warwick sur Renault qui a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essai officiel, juste devant Alain Prost. Alain Vernon. Sur les 4 km du circuit de Zolder, le souci numéro 1 des pilotes et donc des mécaniciens sera le freinage, car à l'exception de 2 lignes droites, le tracé obligera les bolides à alterner ralentissement et accélération courte. Les turbos ne donneront sans doute pas leur pleine puissance, ce qui n'a toutefois pas empêché la Renault numéro 16 de Derek Warwick de réaliser le meilleur temps des premiers essais officiels, devant la McLaren numéro 7 d'Alain Prost. Un peu plus d'1 minute et 16 secondes au tour pour Warwick, le Britannique de l'écurie française, mais 3 pilotes se tiennent dans la même seconde, car Prost et le Brésilien Piquet ont réalisé les 2e et 3e meilleurs temps. La pole position sera donc dure à conquérir demain, mais d'ores et déjà, la performance ici de Derek Warwick a installé l'optimisme chez Renault, où Tambay a malheureusement pris la 13e place, Arnoux est 6e, De Cesaris 9e. Il y a un tiercé demain à Évry dans le prix de Bondoufle. Il y a 20 partants. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 7, le 9, le 13, le 3, le 12, le 15, le 4 et le 16. Il y a donc 20 partants. La gouvernante et confidente de Marcel Proust est morte mercredi à 92 ans. Céleste Albaret avait vécu longuement aux côtés de l'écrivain et en avait tiré un livre intitulé Monsieur Proust. D'ailleurs, dès le début du mois prochain, un film qui lui est consacré sera à l'affiche en France. Il est réalisé par le cinéaste allemand Percy Adlon et il raconte les derniers mois de Proust à travers la présence de sa gouvernante. Le personnage de Céleste a fait couler beaucoup d'encre et quelques mois avant sa mort, Monique Atlan avait rencontré cette femme extraordinairement attachante. Céleste Albaret, femme du chauffeur de Marcel Proust, a 23 ans quand elle entre au service de l'écrivain. Proust, déjà malade, n'a plus que 8 ans à vivre, pendant lesquels il s'isole du monde pour rédiger son œuvre. Céleste sera seule présente dans sa retraite. Toujours j'ai eu un grand univers avec lui. Moi j'étais élevée à la campagne, je ne connaissais pas ce monde. J'ai connu tout le grand, l'aristocratie de Paris par lui parce que je téléphonais tout le temps. Alors j'étais au courant de tout, et puis de son courrier, de tout cela. Et puis il me parlait longuement des fois. Des fois nous étions 3-4 heures à parler. Parce que des fois il m'appelait dans la nuit. Quand il m'avait dit que je pouvais me retirer, me coucher, que c'était fini. Alors des fois après, 5 minutes après, il me répondait. Il m'appelait des fois 2 heures. Parce qu'il avait pensé qu'il ne m'avait pas donné des téléphonages à faire. Il n'avait pas pensé qu'il ferait ça et ça. Alors, il me disait, je m'excuse, toujours avec une élégance, une gentillesse, un charme infini. Alors, ça me plaisait. C'était un vrai tyran, non? C'est de l'esclavage de faire ça. C'était un tyran. Mais je m'en suis jamais aperçue. Mais enfin, on ne fait ça que quand on est amoureuse de quelqu'un, non? Non. Pas du tout. J'y étais pas du tout. Mais alors c'est quoi ça? Je l'aimais. J'aimais comme j'aimais ma mère. Oui, j'apprends que les diplomates britanniques ont quitté tout à l'heure, vers 18h, Tripoli, en Libye, donc à bord d'un vol spécial. En revanche, apparemment, les Libyens sont toujours à Londres. La météo, maintenant une météo ensoleillée avec Brigitte Simonetta. Oui, et si cela continue, petite chaleur deviendra grande sécheresse. En ce printemps, on n'en demandait pas tant. 17 degrés, c'est raisonnable. À 26 degrés, ça frise le scandale. Et pour achever le journaliste météo, à l'horizon, rien de nouveau. Du bleu, rien que du bleu. Et donc du bleu sur notre animation satellite. Ce bleu, c'est le symbole de l'anticyclone. Il est si puissant que les nuages qui remontent, qui viennent d'une dépression située sur la péninsule ibérique, ils remontent mais se bloquent et se disloquent sur les frontières françaises. Alors, ces nuages face à un tel anticyclone, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous donner? Regardez la carte pour demain. Peut-être
peut-être un orage sur le relief pyrénéen, très isolé. D'une manière générale, c'est vraiment du beau temps. Et les vents qui sont de secteur nord-est passeront au sud-est. Cela signifie que les températures maximales ne bougeront pas de 17 à 25 degrés sur la moitié nord et de 20 à 26 degrés sur la moitié sud. Et les journées rallongent, vous aurez tout le temps demain de voyager. Le soleil se lèvera en ce samedi 28 avril à 6h35, se couchera à 21h02. Cela dit, il vaut mieux suivre les conseils de Bison Futé, ne pas partir entre 9h et 18h et surtout pas entre midi et 15h. Sinon, dans les bouchons, vous n'aurez plus qu'à compter les Valéries et à leur souhaiter leur fête. Le dernier journal vous sera présenté par Jacques Segui vers 22h55, juste après Apostrophe. Vos prochains rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain, antenne de midi à 12h45. Et je vous retrouverai pour une nouvelle édition à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée.